Bonjour à tous, bienvenue sur EDJ TV, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Horizon Sport. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir 4 chroniqueurs sur le plateau. Bonjour Nathan Rochefort. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien et vous? Merci de participer à cette émission. Bonjour Lison. Bonjour. Ça va bien? Très bien, et vous? Très très bien. Merci, bonjour Baptiste. Merci, ça va? Ça va bien et vous? Et bonjour Quentin. Salut Olivier, ça va? Très heureux d'être avec vous pour présenter cette émission. Voici le programme d'Horizon Sport. Alors, on va commencer avec une vidéo face caméra de Vincent Gallier sur les 5 dernières grandes infos du paddle. On parlera des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous irons du côté de Florence avec un sport très particulier, du football avec une équipe belge en pleine ascension. Et pour terminer, nous aborderons le Master d'Augusta. On commence sans plus attendre avec la vidéo de Vincent Gallier sur les 5 grandes dernières actus du paddle. Elle est donc réalisée avec Paddle Magazine. Il est actuellement en Master 2 de l'école du journalisme. L'Open 500 à Reus, la victoire de Benjamin Tison et Victor Mena à Dubaï, la première baile des parejas chez les dames, l'accord entre le A1 et les New York Yankees ou encore la fusion entre le Premier Paddle et le World Paddle Tour. L'actu paddle de la semaine, c'est tout de suite avec Paddle Magazine. Le premier Open 500 du World Paddle Tour a pris fin ce week-end à Reus. Chez les dames, Paola José Maria et Yari Sanchez étaient opposés à l'ouragan Triay Salazar, numéro 1 contre numéro 2, un vrai classico sur les circuits féminins. Contre toute attente, José Maria et Sanchez ont renversé les numéros 1 du circuit et avec la manière, victoire 6-3, 6-2, deuxième titre pour Paola et Yari après le Master d'Abu Dhabi. Chez les messieurs, c'était une finale inédite avec l'absence des meilleurs joueurs du WPT, l'occasion de briller et de s'affirmer pour les nouvelles paires du circuit. Et pour leur premier tournoi ensemble, Mickey Yangas et Momo Gonzalez ont répondu aux attentes. Dans une rude bataille, les deux joueurs de Malaga s'imposent 6-3, 7-6 contre Diestro et Fernandez. Premier tournoi et premier titre pour Mickey Yangas et Momo Gonzalez qui ont pour objectif de titiller la crème du paddle mondial. Sensation au FIB Gold de Dubaï avec le premier sacre de Benjamin Tison et l'Espagnol Victor Mena. Opposé à Adria Mercadal et Ruben Rivera, la paire franco-espagnole s'est imposée dans un match compliqué. Mal embarqué, Tison et Mena sont menés 1-7-0 mais parviennent à renverser la rencontre et s'imposent en 2 heures 4-6, 6-3, 6-2. C'est la première fois qu'un Français remporte un FIB Gold. En tout cas, la paire Tison-Mena semble trouver ses automatismes et a pour objectif de confirmer pour ses prochains tournois. Il y a du mouvement sur le circuit féminin. González Ortega, Brea Araujo ou encore Nogueira Amatrian ont mis fin à leur collaboration. On assiste à la première baile des parejas de la saison chez les dames. Bea González va retrouver Brea Delfil. Les deux joueuses se connaissent bien, elles ont déjà évolué ensemble sur le circuit. Marta Ortega, elle, s'associe avec Sofia Araujo, un vrai échange de partenaires. Mais après la récente annonce de séparation d'Alix Colombon et Carla Meza, on est sûr que la baile de parejas n'est pas près de se terminer. Accord historique entre le A1 Paddle et les New York Yankees, l'équipe la plus populaire de l'histoire de la Major League Baseball. La Yankee Global Enterprise va donner une assistance stratégique pour le circuit et développer les événements du A1 en Amérique du Nord. Ike Franco et Fabrice Pastor poursuivent leur projet d'internationalisation du circuit. Leur objectif, rendre le paddle accessible comme le football il y a 25 ans aux États-Unis. Le Premier Paddle et le World Paddle Tour vont-ils fusionner? Après l'inclusion des femmes sur le Premier Paddle, la question d'une fusion entre les deux circuits n'a jamais été aussi sérieuse. Le président du Qatar Sport Investment, Nasser El Khelaifi, se dit satisfait des discussions avec Dam, propriétaire du World Paddle Tour. On ignore encore quelle forme prendra ce potentiel nouveau circuit professionnel. Un circuit où les deux acteurs seraient sur un pied d'égalité ou un simple rachat du circuit espagnol. Nous aurons les réponses dans quelques semaines. Merci Vincent pour ces infos. De l'information locale, désormais, Nathan, vous êtes allé sur le terrain, au stade Vauban. Il y a une occasion assez particulière. Et oui Olivier, j'étais au premier événement de Paris 2024 dans la région qui a lieu le week-end dernier au stade Vauban de Nice et il s'appelle Génération Champion. Cet événement sportif organisé donc par Cisco France et par le comité d'organisation de Paris 2024 a lieu le week-end dernier et a pu réunir près de 200 Azuréens, des jeunes Azuréens, sur le stade pour qu'ils puissent apercevoir la vie d'un sportif olympique et paralympique. Donc c'était des jeunes de 8 à 16 ans qui se sont challengés sur plusieurs ateliers d'initiation, donc au tir à l'arc, au basket, au tennis, mais aussi au handisport. Ils ont notamment pu faire du basket en fauteuil roulant. Et donc il y avait un casting 5 étoiles pour cet événement, Nathan. Et bien tout à fait, parce qu'il y avait des grands athlètes qui parrainaient donc, ce challenge, cet événement, avec notamment Pauline Desroulettes, qui est une joueure française de handisport assez célèbre, qui a remporté 13 titres en handisport. On avait aussi Ladji Doucouré, donc qui est double champion du monde de 110 mètres haies et qui est donc l'actuel entraîneur de Sacha Zoya. Et on avait aussi donc Vincent Luis,
qui est donc triple champion du monde du triathlon et qui est aussi un très grand athlète français. L'encadrement était donc idéal pour ces enfants qui se sont surpassés le temps d'une après-midi. Au terme des épreuves, donc certains chanceux ont gagné des beaux lots. Il y en a certains qui ont même gagné un séjour à l'INSEP ou alors même des billets pour aller voir un match de foot olympique à Nice en juillet prochain, en 2024. Donc cet événement est donc clairement inscrit dans la politique donc, de Paris 2024 qui veut faire du lobbying, qui veut faire vraiment une campagne de séduction autour des Jeux. Et donc là, on avait vraiment des athlètes qui étaient au contact des jeunes et voilà, ils ont commencé vraiment à faire parler d'eux. Merci Nathan pour ce ressenti. On va parler d'un sport insolite désormais avec le calcio florentin, une pratique pas comme les autres, disons. Oui Olivier, le calcio florentin est un sport donc assez particulier. C'est un mélange de football, d'où son nom, le calcio, auquel on ajoute de la lutte romaine, du rugby et une quasi-absence de règles. L'objectif est de marquer le plus de buts possible à l'adversaire et pour ça, presque tous les coups sont permis. Seuls les duels à 2 contre 1 et les attaques par derrière sont interdits. Ce sport voit le jour dès la Renaissance. Il disparaît et renaît au début du XXe siècle. Mais comment on joue dans ce sport assez spécial ? Eh bien, à Florence, les équipes représentent des quartiers. Dans chaque équipe, comptez 27 joueurs, 3 gardiens de but, 4 défenseurs, 5 milieux de terrain et 15 attaquants. Les matchs durent 50 minutes sur un terrain sablonneux. La balle se déplace dans les mains des joueurs qui peuvent faire des passes à la main ou au pied. Pour marquer un but, il faut envoyer le ballon dans les buts adverses qui se situent sur toute la largeur du terrain, donc dans chaque camp. Attention, il faut bien viser puisque certains cas peuvent rapporter des demi-points à l'adversaire. À chaque fois qu'un but est marqué, les équipes inversent de camp. Et pour récupérer la balle, c'est avec coup de poing et plaquage. Ce sport est considéré comme l'un des sports collectifs les plus dangereux au monde et il a tout de même tendance à s'exporter dans le reste du monde et notamment en France où Lyon a joué un match de calcio florentin. Et donc comme vous le dites, au niveau de la violence de cette pratique, seule une compétition est organisée par an, Lison. Exactement, chaque année au mois de juin a lieu la compétition opposant les 4 quartiers de la ville sur la Piazza Santa Croce. Les joueurs sont habillés comme des gladiateurs romains et le lieu de la compétition se transforme donc en arène. Les hommes repartent en sang, parfois lourdement blessés, voire défigurés. Voilà pourquoi cet événement ne se déroule qu'une seule fois par an. Netflix a même consacré un épisode de sa série Les sports d'ailleurs au calcio florentin. Merci Lison, voilà de quoi réunir les fans de football et de sport de combat. Et en parlant de ballon rond, Baptiste, une équipe belge est en pleine ascension sur la scène européenne. Effectivement Olivier, aujourd'hui on va parler du club de la banlieue bruxelloise, l'Union Saint-Gilloise. Alors revenons un peu dans le temps, lors de la saison 2017-2018, le club joue alors le maintien en division 2 belge et arrive miraculeusement au terme d'un dernier match fou à se sauver. Après ce maintien, c'est pendant l'été 2018 que tout va changer. Le club des Apaches va être racheté par le millionnaire, voire milliardaire, propriétaire du club de Première Ligue Brighton, Tony Bloom. Il veut alors faire du petit club belge le club satellite de Brighton. Et pourquoi pas les faire revenir en Division 1. Mais que s'est-il passé après ce rachat, Baptiste ? Alors le projet s'est tout de suite mis en place, faire remonter le club en D1. Seulement 3 saisons et des mercatos très intelligents ont suffi aux jaunes et bleus pour finir champion de D2 et enfin réaccéder à l'élite après l'avoir quitté pendant 48 ans. Et donc maintenant, comment ça se passe un peu dans cette première division belge ? On peut dire que c'est une énorme surprise car pour leur retour, ils vont simplement dominer le championnat et finir premier de la phase régulière. Il faut savoir qu'en Belgique, c'est un peu comme en NBA. Il y a une phase de saison et après une phase de play-off pour déterminer le champion. Malheureusement, le club de l'Union Saint-Gilloise va s'incliner contre le club Bruges qui finira champion. Et du coup, ce qui nous dit bonne place en championnat dit qualification européenne. Les joueurs évolueront donc en Ligue Europa la saison prochaine. Mais évidemment, mais y a-t-il une explication de cette bonne phase donc pour l'Union Saint-Gilloise ? Alors, ce succès, il s'explique notamment grâce à des supporters qui sont vraiment prêts à tout donner pour leur club, mais aussi grâce à un groupe soudé et revanchard. Chaque joueur qui est acheté, il est recruté dans un but très précis. C'est-à-dire que c'est intelligent, il va apporter quelque chose à l'équipe, et ce sont tous des joueurs de talent qui n'avaient pas réussi dans leur club. Donc voilà pour ça l'esprit revanchard. Aujourd'hui, toujours en lice en Ligue Europa, ils vont jouer un quart de finale de Ligue Europa contre Leverkusen.
On leur souhaite donc le meilleur et on espère pour eux qu'ils vont remporter un trophée. Ça leur fera une belle revanche. Évidemment, mais en plus ils ont battu en huitième de finale l'Union Berlin, donc c'était un grand favori de cette compétition, donc l'Union Saint-Gilloise pourrait s'imposer face à Leverkusen. Désormais, merci Baptiste, on va parler de golf du jeudi 6 au dimanche 9 avril, c'est le week-end de Master d'Augusta. Quentin, dites-nous en plus. Et oui Olivier, le Masters d'Augusta fait son retour. C'est le premier des 4 majeurs, des 4 tournois les plus importants de la saison de golf. Tous les meilleurs joueurs du monde seront présents. En premier lieu, Scottie Scheffler, c'est le numéro 1 mondial, c'est le tenant du titre, il sera favori, sans aucun doute. On a aussi Jon Rahm, qui est le grand outsider et qui est déjà leader après le premier tour qui a eu lieu ce jeudi. Rory McIlroy est lui aussi très très attendu. Et quelle est donc la particularité de cette édition 2023 ? Eh bien, il s'agit du réaménagement du trou numéro 13. L'azalée de son petit nom est allongée de 30 mètres. Et alors pourquoi ? C'est une manière pour les organisateurs du Masters de corser un petit peu l'édition. En effet, ce trou est considéré depuis des années comme le trou le plus simple du parcours. Très bien, mais les Masters ne concernent pas seulement le golf, on a vu en cette fin de semaine. Et non Olivier, les Masters 1000 de Monte-Carlo débutent ce dimanche. C'est l'un des tournois les plus importants sur terre battue en tennis. A contrario de son homonyme en golf, beaucoup de joueurs sont absents. En premier lieu, Rafael Nadal. Rafael Nadal, c'est le roi de la surface. Il est encore trop juste. Le El Matador souhaite se préserver pour Roland Garros, c'est la quête du 15e titre. Ensuite, on a Carlos Alcaraz, la relève du tennis mondial, qui est blessé. Et pour finir, Gaël Monfils, qui ne parvient toujours pas à se défaire de ses pépins physiques. Bon, en attendant, on peut relativiser. De grosses têtes d'affiche sont tout de même attendues. Novak Djokovic, qui est de nouveau numéro 1 mondial. On a aussi Tsitsipas, le tenant du titre. Ou encore Casper Ruud, qui a été finaliste l'an dernier à Roland Garros. Du côté des femmes, bien entendu, on a Caroline Garcia, on l'attend beaucoup. Elle a retrouvé son coach. Et pour finir, Iga Swiatek sera bien entendu figure de favorite, même si son début de saison est un petit peu en demi-teinte. Merci Quentin, voilà un week-end sport à ne pas manquer. Merci de nous avoir suivis, merci chers chroniqueurs, notre émission touche à sa fin, c'était un plaisir de présenter cette émission avec vous, j'espère que c'est un plaisir partagé. Évidemment. Merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis, on se dit à la prochaine et n'oubliez pas de suivre les sports dont on ne parle pas beaucoup.